Mathias Haché, merci. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation aussi. Je suis dans les premiers épisodes de cette nouvelle série de podcasts-là. Yes. Aussi, on t'a déjà vu devant la caméra. Je pense que oui. Tu as fait beaucoup de capsules de préinvestir, surtout à tes débuts, entre autres. Fait que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Je tiens à te dire aussi, je pense que c'est une super belle intelligence émotionnelle. Tu as une belle tête d'affaires aussi, puis c'est ce qui a fait tes succès dans les dernières années là, dans le domaine du courtage aussi. Je pense que tu es capable de bien t'entourer également. Fait que merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci premièrement, Gab, de m'inviter, tout simplement. Ça va me faire plaisir de partager mon histoire PMML avec tout le monde. Ça fait plaisir. Oui, fait que en parlant d'histoire PMML aussi, moi, il y a une question que je pose tout le temps, que je veux poser à tous les courtiers de l'équipe qui vont passer sur cette série-là. Aussi, c'est parle-moi de ta première rencontre avec Pat Pisana. Aussi, voir comment ça s'est passé, dans quel contexte aussi. Il y en a, c'était des dîners d'affaires. Ouais. L'autre, c'était dans des événements, dans des voyages aussi. Tout le monde a son histoire aussi. C'est comment tu as connu Patrice Pisana PMML, puis comment ça s'est passé la première fois? Il y a 2 versions à ça. Okay. La première version, c'est j'ai connu Patrice sur les médias sociaux. Un peu comme certains de mes clients ont pu me connaître ou certains clients PMML ou investisseurs ont pu me connaître avec les vidéos. J'ai vu Patrice passer à travers les vidéos. Je suivais Patrice depuis plusieurs années déjà avant même de le rencontrer. Donc ça, c'est ma première rencontre avec Patrice avec PMML. Ma deuxième rencontre avec Patrice PMML, c'était... Moi, j'étais courtier hypothécaire résidentiel avant. Je faisais du résidentiel depuis déjà quelques années. Et Jean-Philippe Paradis, qui est un de mes très chers collègues ici à Québec, que vous avez sûrement croisé avec moi dans les vidéos, m'a appelé. Il me dit « Matt, écoute, Patrice aimerait te rencontrer. Je pense qu'il cherche quelqu'un comme toi. T'as la drive. » Moi et JP, on avait travaillé ensemble dans le passé. Fait que je m'en rappelle toute ma vie, je m'en allais me chercher un lunch, mes vieilles habitudes, un lunch de courtier sur la route qui rencontre mes clients. Au Planète Nutrition, et là, à un moment donné, je me dis ben, pourquoi pas, tu sais, je vais aller rencontrer Patrice et tout ça. Puis là, il m'explique un petit peu, mais à ce moment-là, le commercial était pour moi... Je connaissais un peu l'immobilier parce que, bien évidemment, je me renseignais un peu comme tout le monde. J'avais suivi des formations et tout ça, mais je n'avais jamais vraiment fait de courtage hypothécaire commercial. Ça, on recule d'il y a 4-5 ans. Et bien évidemment, une fois cet appel-là, ben, j'ai eu un message de Patrice. Puis ma première rencontre a été au Starbucks sur le boulevard Laurier avec Sana. Et j'étais tellement stressé, là, Gab, là, je te dis, je suis pas un gars stressé dans la vie, dans les rencontres ou dans les vidéos, ou peu importe, je suis vraiment pas stressé. Mais cette fois-là, j'avais un petit sentiment de stress qui m'envahissait au Starbucks. J'étais assis, puis là, je m'avais préparé, là, ça faisait plusieurs semaines que je me préparais à cette entrevue-là parce que je voulais faire du courtage commercial éventuellement. Et comme Patrice et Sana savent si bien le faire, ils sont arrivés dans la pièce et je me suis tout de suite senti à l'aise. Donc, j'étais plus stressé quand j'ai vu Sana me sourire, faire un gros câlin. Je disais, oh mon Dieu Seigneur, c'est pas à quoi je m'attendais. Donc, on s'assoit, on a jasé pratiquement 1h30. Et je m'attendais à des questions sur le courtage, je m'attendais à des questions sur le financement et non, rien de ça. Il voulait apprendre à me connaître, il voulait savoir qui j'étais vraiment en tant que personne, c'était quoi mes valeurs. Parce qu'un bon courtier, il va apprendre le métier sur le tas. Le commercial, ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend sur le tas. Tu apprends les bases, mettons dans le courtage commercial, mais tu n'apprends pas toutes les virgules. Et ces virgules-là sont importantes. Et l'importance d'un courtier, c'est sa force émotionnelle. Comment il va réagir face à des situations. On le sait, dans le commercial, il y a énormément de situations qui peuvent être périlleuses pour les clients. Donc, il faut gérer ça de bonne manière. Donc, les questions ont été beaucoup plus sur ma force émotionnelle que sur le courtage. Ça a été ma première rencontre avec Patrice et Sana. Ça s'est très bien passé et je crois, avec rétrospection, quand j'y repense, que ce qui m'a permis de connecter vraiment avec Patrice, et Sana, c'était... j'ai un tatou de mon grand-père sur l'avant-bras, puis il m'a demandé, tu sais, c'est quoi la pire journée de ta vie? Ça va être quoi, mettons, la pire chose qui pourrait t'arriver? J'ai dit, ça va être la journée où mon grand-père va partir, va décéder. Puis à partir de ce moment-là, je pense que j'ai regardé Sana, j'ai regardé Patrice, puis comme il y a une connexion qui s'est faite, puis ça a parti comme ça. Fait que t'es closé. Je pense que oui. Ils sont pas faciles à closer non plus. Pas faciles à closer. Exact. Fait que, non, mais puis honnêtement, ma sœur, c'est ça que j'admire chez toi, c'est autant tu peux avoir une tête d'affaires, aussi tu sais calculer, tu connais toutes les... Tu
c'est la joke, c'est le TGA sensible. Ouais. Aussi, la sensibilité du TGA plutôt. Ouais. Aussi, ce que je veux dire, c'est qu'autant tu es capable de calculer, qu'autant tu sais que quand tu parles avec tes clients, tu parles avec l'équipe, aussi, tu es très, très, très humain. Ouais. Aussi. Puis ça, ben, c'est une des plus belles qualités que tu peux pas avoir parce que, tu sais, souvent, je pense qu'on fait de l'immobilier commercial, puis l'investissement immobilier aussi pour améliorer sa situation financière, puis sa situation relationnelle aussi. Savoir s'entourer en immobilier, c'est super important aussi, puis je pense que c'est ce qui fait ton succès aussi, puis ça, ben, je tiens à te le donner. Merci. C'est vrai. En fait, je pense que ça fait déjà plusieurs années que je suis dans le domaine. J'ai commencé toute seule. On est rendu une équipe de 7 personnes. On est bientôt 8. 7 personnes avec qui je m'entends super bien, où j'ai pas eu un gros roulement dans mon équipe. J'ai eu toujours les mêmes personnes qui m'ont suivi depuis le début. Puis je pense que ça passe par le côté humain, par le côté d'avoir du fun au bureau. Je pense que le matin, moi, quand je me lève, moi, j'ai hâte au lundi. J'aime mes lundis. Je trouve que c'est le fun. Ça commence bien la semaine. Ça commence bien la business du bon pied, comme on dit. Puis, c'est hyper important. Je pense que c'est un métier qui est tellement... On a un très gros sérieux à l'interne, mais on est capable quand même de s'épanouir tout le monde ensemble de bonne façon, bien évidemment. Fait que je suis 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, le courtage, je trouve qu'au Québec, le courtage, c'est une profession qui devrait avoir ses lettres de noblesse. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de courtiers sur le marché qui n'agissent pas au niveau que le courtage devrait être aussi. Ouais. PMML, on est une équipe de performance, d'autres performances aussi, puis on essaie de maintenir des standards. Tout en fait partie par tes actions, les dossiers que tu fais, les décisions que tu prends dans tes dossiers aussi. Puis, ce que je vais te demander, c'est quoi ta définition d'un courtier hypothécaire aussi? Parce que tu te dis, tu sais, moi, le lundi matin, c'est jamais être au bureau aussi, mais c'est quoi être courtier pour toi? C'est quoi qui fait vibrer là-dedans? 70% des courtiers, puis je veux pas généraliser, mais je suis capable de battre 70% des courtiers en répondant à mon téléphone. C'est ça. Donc, un client qui va m'appeler, il va avoir un retour d'appel de ma part dans les 24, au maximum 48 heures. Puis si c'est 48 heures, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de stock sur mon bureau. Sinon, j'ai une équipe qui prend en charge le dossier. La première chose. Pour battre 70% des courtiers, tu dois répondre à ton téléphone. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Toi, moi, n'importe qui ici peut répondre au téléphone. Maintenant, par la suite, c'est les stratégies. Le pourcentage manquant, c'est les stratégies que tu vas amener à ton client. Ça s'apprend sur le tas. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, tu vas avoir des stratégies qui vont être mieux pour certaines personnes, pour d'autres. Donc, c'est de comprendre la situation de ton client, comprendre où il veut aller, ses objectifs, et après ça, d'établir une stratégie en fonction de ça. Ça, c'est une de nos forces dans notre équipe. Et le reste, c'est vraiment les connaissances. Donc, les connaissances viennent qu'à s'apprendre. Donc, si tu es efficace, que tu retournes ton appel, tu bats 90-95% des courtiers. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de formule gagnante. Tu prends ton téléphone, réponds. Si tu n'as pas la réponse, parce que l'erreur que les gens font, c'est « Oui, j'ai la réponse ». Puis des fois, ils ne l'ont pas. Puis là, ils vont dire n'importe quoi. Fais pas ça. Prends le temps d'aller creuser, d'aller voir pour ton client, de prendre... Puis après ça, si cette question-là, ben là, tu l'as à nouveau, mais là, tu vas savoir y répondre. Puis moi, j'ai fait ça depuis le début de ma carrière. Ça fait 5 ans déjà. Puis je vais être honnête, c'est ce qui m'a amené à ce succès-là. C'est que les clients m'appelaient puis ils pouvaient se fier sur moi. Peu importe que tu m'appelles, puis ça a des pour, ça a des contre, mais je répondais à n'importe quelle heure dans la journée. J'étais là pour mes clients. Je les suivais de A à Z. Puis il y a des clients qui ont commencé avec un 24 logements avec moi qui sont rendus avec plus de 100 millions, 200 millions d'actifs. Fait que le point étant, c'est que je pense que les bases, les fondamentales sont faciles pour être courtier. Maintenant, le reste, c'est des virgules. Les virgules, là, c'est là que nous, on est rendu. On est rendu dans des micro-décisions qui peuvent changer un dossier au complet. On fixe le taux d'avance, on fixe pas. La manière de préparer le dossier, la manière de monter, la manière de présenter le tout. Ça, c'est des choses que tu apprends sur le tas, éventuellement, plus tu fais des dossiers. Et j'entends les courtiers dire « Ah, ils ont juste 4 ans ou 5 ans d'expérience. » L'expérience, ça se compte en nombre de dossiers. Ça se compte pas en années. Absolument. Puis le nombre de situations que tu as vécues aussi dans tes dossiers. Aussi, c'est pas tout rose. Là. Pendant la pandémie, en 2020-2021 aussi, quand le marché semblait plus facile, ça avait quand même son lot de défis. Ouais, si on s'obstinait pour des dizaines de points de base. On a eu, le Gab, là, dans le temps de la pandémie, les taux super bas. Les gens disaient « Ah, c'est facile, on peut financer. » Non, pas du tout. Ça prenait des comparables pour nous défendre les dossiers. Moi, je me rappelle très bien des dossiers où je nommerai pas, que les gens vont reconnaître peut-être les dossiers. C'est des gros dossiers où il y a où les souscripteurs CHL n'étaient pas d'accord avec les TGA que le client voulait présenter.
mais on avait des comparables à l'interne pour venir corroborer toutes les dires de nos clients. Donc, on est allé chercher substantiellement beaucoup plus de financement grâce à ça parce qu'on avait des comparables tangibles, même mieux que certains évaluateurs. Tu sais. Fait qu'on venait défendre des coûts par logement, des TGA. Maintenant, c'est un taux d'intérêt. Donc, on est bloqué au ratio de couverture de dette. Maintenant, c'est de voir c'est quoi la stratégie pour fixer le taux le plus bas, d'aller chercher les meilleures conditions de marché pour aller chercher le plus de financement possible pour le client, si c'est ça son objectif. Donc, ça a chacun son lot de défis. Chacun son lot de défis. Aujourd'hui, on est dans des conditions de marché complètement différentes. Aussi, des hausses de taux dans plus d'années. Aussi, des prêteurs qui sont plus frileux qu'avant. Des souscripteurs SCHL qui ont changé leur manière. C'est de travailler aussi pour toutes sortes de raisons. Aussi, il y a eu l'arrivée de la PH Select. Il y a eu aussi d'autres décisions qui ont fait en sorte que les dossiers sont plus compliqués aussi, toujours en mode solution. Puis tu l'as dit aussi, 70% des courtiers... En fait, je peux battre 70% des courtiers juste en répondant au téléphone puis en faisant des suivis. Ça prend pas grand-chose. Des fois, ça prend juste un bien reçu, je te reviens là-dessus. Ou si tu n'as pas besoin d'avoir une réponse, de dire c'est bon, c'est pas bon, oui, non. Juste le fait d'accuser. Je prends en charge, j'accuse réception aussi. J'imagine que c'est tellement rassurant pour des clients et des propriétaires aussi. Tout le monde a sa part de responsabilité. L'investisseur a ses devoirs à faire, ses responsabilités. Le courtier aussi a ses devoirs à faire aussi. Puis la communication, mais c'est une grande part... du métier de courtier hypothécaire. Puis Patrice, il le dit souvent dans les podcasts qu'il fait, puis tu as des problèmes de niveau 1 à niveau 10. Hein? Puis quand j'ai commencé ma carrière, les problèmes de niveau 1 étaient des gros problèmes pour moi. Puis moi, aujourd'hui, des problèmes de niveau 1, j'en vis à tous les jours avec mon équipe. Hein? Avec cette personne, je vous envoie toutes les couleurs. Donc, imaginez-vous tous les problèmes à avoir dans une transaction commerciale, on les a eus, on les a vécus par la force des choses avec le nombre de dossiers qu'on a. Maintenant, c'est pas de savoir si on peut éviter le problème, parce que les problèmes sont inévitables. Il va toujours y en avoir. Maintenant, c'est de savoir comment tu réagis au problème. Et c'est ça la force d'un courtier. C'est de voir, est-ce qu'il est capable de gérer ta situation qui arrive? Puis des situations, il va en avoir, peu importe que ce soit des délais, que ce soit l'augmentation des taux. Maintenant, c'est comment tu réagis face à ce problème-là qui va faire en sorte que tu vas être un bon courtier ou un moins bon courtier, tout simplement. Donc, problème de niveau 1 jusqu'à niveau 10. Maintenant, je suis rendu à des problèmes de niveau 10, mais je suis quand même capable de naviguer à travers tout ça. Problème de niveau 7, de niveau 8, tu t'habitues. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, au début de ta carrière, c'est difficile. Plus tu continues, plus tu fais des dossiers, plus tu ajoutes des gens dans ton équipe, plus les autres problèmes deviennent importants. Et à ce niveau-là, à un moment donné, tu viens qu'à contrôler des problèmes de niveau 6, de niveau 7, de niveau 8, et tu navigues là-dedans tous les jours. Et ça fait un courtier qui est fort en... Ça a son lot d'émotions, je vais être honnête avec toi, mais ça fait un courtier qui est fort niveau business. Là. Il est capable de naviguer à travers tout ça. Oui, puis le fait, justement, c'est d'avoir quelqu'un qui est passé par là. Je pense que Patrice Ménard t'a donné un très, très bon coup de main. Toi, tu te fais un devoir, j'imagine, de redonner à ton équipe. Exact. Aussi, comment tu gères ton équipe? Tu as 7 personnes. Aussi, je pense que c'est la plus grosse équipe hypothécaire à l'interne là, chez PMML. Aussi, comment vous avez tous structuré pour justement prendre en charge le volume d'affaires que vous avez? C'est remarquable. J'imagine que chaque personne est rentrée à des moments différents pour des besoins différents. Mais comment tu arrives justement à orchestrer ça pour que ça reste fluide dans ton équipe? En fait, on a un analyste temps plein. On a une adjointe administrative à temps plein aussi dans l'équipe. Et bientôt, on est en train d'engager éminemment. On devrait avoir une deuxième adjointe. Donc, on va avoir 3 services d'analystes à l'interne adjoints. Et j'ai des courtiers associés. Des courtiers associés qui gèrent différents dossiers du pipeline qu'on a. Et chacun des courtiers est formé pour gérer le dossier de A à Z. Donc, moi, je me concentre beaucoup plus sur leur capital market, donc tout ce qui est transactions 10-15 millions et plus. Vincent, mon partenaire du départ, qui était mon fidèle acolyte depuis le début, s'occupe aussi des dossiers 10-15 millions et plus avec moi. Et aussi du 5 millions. Et on a Philippe, Alexa et Marjolie qui gèrent plus du 5 millions et moins, qui vont gérer tous les transactionnels. Ils ont géré aussi des plus gros dossiers avec nous, donc ils ont l'habitude quand même de gros dossiers, mais pour les biens de la cause, pour ne pas négliger les clients non plus, parce qu'on a énormément de dossiers, bien on voulait offrir toute la gamme de services possibles pour que les gens puissent nous envoyer leurs dossiers. Parce qu'on le sait, c'est pas parce que tu as un 6 ou un 10 logements présentement que tu ne feras pas un 90 ou un 100 logements plus tard. Donc, moi, je prends au sérieux tout le monde. Maintenant, je donne les opportunités aux clients d'aller chercher les meilleurs financements possibles dans chacun des montants de financement possibles. Et on a un analyste aussi qui travaille avec nous, qui prépare les dossiers, qui travaille très fort sur tout ce qui est lever les flags
quand tu nous envoies un dossier, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repasse le dossier de A à Z, puis on regarde, OK, ça, c'est un flag, ça, c'est un flag, ça, c'est un flag. Voici comment on peut le gérer d'avance, comment on peut présenter le dossier pour que ça fasse du sens, bien évidemment, tout en expliquant au client le pourquoi on ne peut pas le présenter comme ça ou pourquoi ça peut être problématique. Fait que ça, c'est la force de notre équipe. Et on a une belle chimie d'équipe, une belle corrélation de tout le monde ensemble. Bien évidemment, il y a le CRM PMML qui nous aide énormément, qui est très performant. Donc ça aussi, on travaille beaucoup avec ce modus operandi-là. Ouais. Bravo, honnêtement. Là, 7 personnes aussi, j'ai un nombre de dossiers que tu gères. Puis tu l'as bien dit aussi, tu sais, si c'est un financement, mettons, un plus petit financement, que ce soit en nombre de portes ou en montant de financement, éventuellement, ce client-là, tu sais, ça se peut que dans 3, 4, 5 ans aussi, ça soit rendu un client qui gère des dossiers de 10 millions et plus. Exactement. Aussi, ou qui demande des financements. Ouais. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Peut-être que tu vas avoir accès à son réseau de partenaires. Exactement. Aussi, qui va faire que, tu sais, en partenariat, il va être capable de faire des plus grosses transactions. Des fois, ça va être juste cet investisseur-là aussi que tu vas croître avec lui. Ouais. Aussi. Il y en a beaucoup que j'ai fait ça. Ben oui. Il y en a beaucoup que j'ai commencé chez PMML, que j'ai commencé avec eux, puis c'est rendu des machines. Là. On crée des monstres. Et ça, c'est incroyable. Moi, ça, j'adore ça. De croiser des clients qui ont commencé avec eux avec un 6, puis là, sont rendus avec 300-400 portes. Là. C'est gratifiant. C'est très cool. Ouais. Parce que tu as participé à la croissance. Ben oui. Fait que moi, je vis au travers de la croissance de ces clients-là, parce que je m'occupe de leur financement de A à Z. Puis on a maximisé chacun des financements pour être capable de croître aussi rapidement que ça. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, vraiment important. J'ai beaucoup de gratitude envers ça, effectivement. Écoute, moi, je veux que tu me racontes un financement que tu es le plus fier. Ça n'a pas besoin d'être en nombre de portes, en montant, ça peut être en montant de financement. Ouais. Un des plus beaux financements que soit tu as créé beaucoup de valeur pour ton client, OK, ou que, au contraire, c'est que tu as tellement vécu de défis là-dedans que ça t'a permis de grandir professionnellement. Ou si ça peut aller dans tous les sens, c'est juste, y a-t-il une transaction qui vient en tête? Il y en a beaucoup. Sans nommer de nom et d'adresse, ça, c'est sûr. Énormément de transactions. Je pense que dans chacune des transactions qu'on fait, à chaque fois qu'on arrive au notaire, moi puis mon partenaire puis mes associés, on aime bien faire « OK, c'est quoi la valeur qu'on a créée dans ce financement-là? Ouais. » Juste pour se rappeler « OK, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. » Dans chacune des transactions qu'on fait, on a une plus-value ajoutée. 100%. Puis je l'ai dit au client, si j'ai pas de plus-value ajoutée, j'embarque pas avec toi. La meilleure manière de perdre un client, c'est de ne pas avoir de plus-value puis qu'ils disent que ça ne sert à rien de travailler avec moi. Donc, des fois, les clients m'arrivent avec un dossier sur mon bureau puis ils disent « Matt, tu peux-tu faire quelque chose? Voici l'offre que j'ai. J'ai besoin de ça va être tel délai. » Et je sais que les délais, on ne les rencontre pas. Je vais dire « Regarde, continue avec ton prêteur, ces délais-là ne sont pas respectables. Je ne veux pas faire un dossier pour faire un dossier. Je fais un dossier quand je crée de la valeur. » La première chose. Les dossiers que je suis le plus fier, puis je dis « les » parce que c'est plusieurs dossiers en même temps. C'est mes clients constructeurs qui ont fait des projets, qu'on arrivait à refinancement, que les taux commençaient à monter et qu'on est allé vraiment sécuriser des dossiers d'avance et pouvoir faire un take-out de liquidité très important qui les a mis sur la map. Donc, c'est des premières constructions qui ont été effectuées et on est allé chercher beaucoup plus que ce qui s'attendait et ont pu faire encore plus de projets de construction. Donc, nous, c'est positif pour nous parce qu'on a fait encore plus de financement avec eux. Mais eux, c'est positif parce qu'ils ont pu faire encore plus de projets. Donc, ça, c'est beaucoup de mes clients constructeurs qui ont été capables de sortir plus de liquidités, qu'on a structuré le deal mieux. Au départ, des gens qui nous arrivaient avec des projets, puis personnellement, moi aussi, j'en fais des dossiers de construction, fait que je vis les deux côtés de la médaille. J'ai des immeubles en construction, j'ai vécu des immeubles en construction, je sais c'est quoi les risques, je sais c'est quoi, qu'est-ce que mes clients vivent, mais je vis aussi l'autre côté, qui est le financement. Donc, quand les clients m'arrivent avec un projet, bien, je peux être de conseil. Donc, on pense juste que c'est le meilleur taux d'intérêt, c'est pas juste ça. Là. Quand tu viens me voir, je te donne un clé en main. Je te dis, voici ce qu'on peut faire, voici comment on peut s'en tirer, voici ce que je ferai à ta place. Maintenant, c'est toi le boss. Moi, je te dis ce que moi, j'en pense. Après ça, si toi, tu veux le faire différemment, on y va comme ça, puis on le fait. Par contre, moi, je te donne toutes les options de A à Z. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des tableaux de sensibilité. On parlait de sensibilité tantôt, mais on fait un tableau de sensibilité au niveau du taux d'intérêt. Donc, on dit, mettons, à 4,50, mettons, ton financement ressemble de ça. Par contre, on scale jusqu'à 5 %. Puis là, on dit au client, à 5 % es-tu à l'aise? Puis si la réponse est oui, bien, tu sais, au moins, on aura prévenu le client que si ça arrive, regarde, voici ce qu'il y en est, voici où on peut se rendre. Fait que ça, on le fait avec tous nos clients pour prévoir le tout. Fait que
pour répondre à ta question, je m'éparpille un petit peu. Il n'y a pas vraiment de transaction précise. Je dirais que les dossiers de construction, on est allé chercher beaucoup plus de financement en débattant des points, ont été vraiment des francs succès puis ont pu permettre à mes clients de construire un 150 portes de plus. Ça, c'est un qui me vient en tête rapidement. Mais comme je dis, je ne prends pas de dossier qui n'a pas de plus-value. Je ne m'embarque pas dans aucun dossier qui n'a pas de plus-value parce que je ne vois pas la nécessité. Pourquoi le client ferait affaire avec moi si je n'ajoute pas de la valeur à son financement? Les projets de construction, c'est de la valeur pure. Ben oui. Aussi, c'est des portes qui poussent en plein milieu de nulle part. Ouais. Aussi, souvent, c'est des projets d'envergure. Là. Oui, des fois, une fois de temps en temps, tu vas avoir, mettons, c'est un 6, un 8 qui va être construit, mais souvent, c'est les constructeurs qui roulent leur boss depuis longtemps. Exact. Aussi, ils ont des projets pour plusieurs années. Aussi, parce qu'ils ne sont pas rendus nécessairement dans les mêmes phases dans chaque projet. Aussi, ouais. Fait que, il y a beaucoup de ma clientèle qui est des constructeurs qui faisaient des maisons ou qui revendaient les immeubles. Puis là, ils ont décidé que là, je suis rendu à un stade où je vais garder les immeubles. Ils sont rendus à une trentaine, quarantaine d'années. Ils pensent plus à leur retraite qu'au profit net actuel qui va rentrer. Fait que souvent, ils ne savent pas trop où partir. À ce niveau-là, on s'assoit avec eux, on fait un Zoom, on les rencontre en personne. On leur dit, voici le programme APH Select. Voici les bridges conventionnels. Voici les prêteurs alternatifs. Voici les prêteurs privés. On leur offre toutes les options. Puis après ça, quand tu as toutes les options sur la table pour tes projets de construction, là, tu es capable après ça de prendre une décision éclairée et de dire, OK, ben c'est comme ça que je veux travailler mon projet. T'sais. Puis en faisant, moi aussi, de mon côté, ben, je suis capable de dire, voici comment moi je l'ai fait, puis voici ce qui est arrivé, puis voici les pépins que j'ai rencontrés, pas juste au niveau du financement, avec la ville. parce que c'est mouillé aussi. Ben oui, je me suis mouillé. Fait avec la ville, avec les coûts de construction, les fameuses taxes d'infrastructure. Il y a plein de choses que, comme, j'ai pas besoin de maîtriser parce que moi, c'est le financement, mais que je maîtrise quand même grâce à mes projets de construction. Là. Fait que ça donne un sacré coup de pouce. Puis aussi, l'optimisation. J'ai des immeubles usagés, appelons-les comme ça, que j'ai fait de l'optimisation. Donc, j'ai fait de l'acquisition d'optimisation d'immeubles usagés, mais j'ai fait aussi de l'acquisition d'immeubles neufs. Donc, je me suis trempé dans les deux créneaux. Personnellement, j'aime mieux le neuf, mais j'ai fait les deux. Fait que je suis pas juste un courtier qui fait du financement. Je suis un courtier qui va te dire, je fais l'immobilier, puis je vais te dire qu'est-ce que moi j'ai pu faire qui n'était pas correct, qui était correct. Puis si je peux t'aider avec ça en plus, ben, tant mieux. Ça sera du gravy. Oui, puis il y a des gens qui nous écoutent aussi, qui sont nouveaux par rapport à l'investissement immobilier aussi. Il y a tellement de subtilités et de nuances aussi. Puis même dans le neuf, là, aussi, tu parlais tes constructeurs justement qui commençaient à passer à leur retraite. J'imagine que la stratégie de la dette à long terme va être complètement différente qu'un constructeur qui a peut-être une possibilité de refinancer pour lui sa mise de fonds, ses liquidités, ou au contraire, qui sait que d'ici les 24 prochains mois, ben, il va vouloir le vendre, se débarrasser du projet, puis continuer d'autres projets. Tous les financements ne sont pas pareils. Là. Tout ce que tu viens de me dire, c'est tous des financements qui se font différemment. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre la décision au départ comme il faut. Puis, il y a combien de constructeurs que j'ai vu venir me voir puis qui avaient déjà entrepris le projet de financement puis qu'il a fallu corriger le tir rapidement parce que sinon, c'était pas l'optimal, tu sais. Pas qu'ils s'en allaient dans le mur, mais qu'ils auraient laissé beaucoup de billes dans le projet. Puis, laisser des billes dans un projet de construction, ça te ralentit énormément. Dépendamment de ce que tu veux faire. Si tu veux leur vendre à court terme, comme il y a des solutions aussi, mais ça, c'est important. Tu sais, j'ai vu des constructeurs venir me voir puis j'ai refinancé 2 projets. J'ai financé et refinancé 2 projets. Là, je suis bloqué, il faut que j'attende parce qu'il faut que je recrée ma mise de fonds. Là, tu viens de ralentir un pace. Ou des constructeurs qui viennent me voir et me disent Matt, des gros constructeurs, des gros promoteurs qui roulent leur boss depuis des années, puis là, qui ne savaient même pas que moi, je pouvais lancer le projet de financement même avant que l'immeuble soit construit, soit terminé de construire. Comme, c'est la base. Des petites virgules. Puis il n'y a rien qui t'empêche d'avoir une discussion aussi, là, sans nécessairement prendre d'engagement, au moins d'établir la stratégie, de discuter de qu'est-ce qui arrive, de rentrer justement dans une discussion avec quelqu'un qui suit le marché, parce que on le sait, dans les dernières années, ça a complètement été chamboulé, puis ça a changé pour plusieurs raisons. C'est ça. Fait que, de se préparer là-dedans aussi, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui prend le temps de le faire. Tu sais, quand les taux se sont mis à monter, moi, présentement, j'ai beaucoup de dossiers. J'ai plus de 100 dossiers dans mon pipeline. Puis la plupart de mes dossiers sont sécurisés. Je débourse encore des taux en dessous du 4 % au moment où on se parle. Pourquoi? Parce que je suis venu sécuriser les deals avec des clients qu'on a prévu le coup. Quand les taux vont redescendre, la stratégie ne va pas être la même. Donc, ça va être des stratégies qui vont être différentes. Le marché est en continuel changement. Continuellement en changement. Donc, de s'adapter rapidement puis de prévoir le coût. On n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas où les taux s'en vont, malheureusement. Il y a des économistes qui disent des choses. On peut suivre ce que les économistes disent, bien évidemment, mais on n'a pas de boule de cristal. Donc maintenant, c'est de s'habituer au changement et de d'être capable de dire, ben, si ça arrive, on fait quoi? T'sais?
Ça, c'est la plupart de mes discussions. Est-ce que ça va être timé, là? On est au mois de août présentement, et c'est la plupart de mes discussions, c'est qu'est-ce qu'on fait si ça va là? Qu'est-ce qu'on fait si ça fait ça? Et on est capable de trouver une alternative pour tous les sujets, tous les chemins qu'on peut prendre. Ouais. Good. Puis, sans nécessairement te poser la question qu'est-ce qui fait peur, parce que je sais que tu es un gars qui mange des défis. Ouais. Aussi, c'est quoi tes objectifs professionnels? C'est-tu un créneau, un marché que tu veux développer? C'est-tu justement de prendre des plus gros dossiers, de prendre plus de volume en nombre? Aussi, qu'est-ce qui te fait encore vibrer aussi, après tout le succès que tu as connu en si peu de temps chez PMML? Moi, je dis à mon équipe que je vise le milliard de financement. C'est mon rêve. C'est-à-dire que mon équipe génère 1 milliard de financement annuel, c'est mon rêve. Puis, sais-tu quoi? Il y a une couple d'années, il y a 3 ans, 4 ans, je me disais, hey, sais-tu quoi, si on fait 200 millions, ça va être incroyable. On l'a fait. Puis là, je me disais, hey, si on fait 400 millions, ça va être... on le fait. Puis là, je me dis, sais-tu quoi? On va le faire le milliard. Que je l'ai dit il y a une couple d'années, je leur dis là, je me rappelle les 50 premiers dossiers, les 50 premiers millions. C'est des chiffres, numbers game. Fait que ça, c'est le milliard pour moi, mon équipe, de développer les outils les plus performants pour mes clients. C'est-à-dire de travailler toujours avec les mêmes clients. C'est ça, mon objectif. Mon plus grand... Ce qui me fait vibrer, là, c'est de parler à mes clients qui deviennent des amis avec le temps, parce que ça fait des années qu'on se suit, puis de tout le temps innover avec eux, puis tout le temps leur amener des solutions les plus positives pour leur dossier. Ça, c'est ce qui me fait vibrer. Et bien évidemment, de développer l'Ontario, c'est quelque chose qui s'en vient aussi. Est-ce que les États-Unis pourraient suivre éventuellement? Peut-être, on ne sait pas. Moi, j'ai aucune limite mentale. Hein? Ça, Patrice m'enseignait ça, puis on en parlait un petit peu, pour ne pas rentrer dans le sujet gamin. J'ai tellement eu... J'ai tellement eu un coaching particulier avec Pat au début. C'était dur, là. Pat, c'est quelqu'un de très dur en affaires, dans le sens, il a un grand cœur, mais il va t'amener à porter des réflexions que toi-même, tu n'aurais pas faites. Et ça m'a forgé un mental d'acier. Dans le sens que il n'y a rien d'impossible. Rien. Je te jure. Genre, les gens disent, ben oui. Non. Non. Il n'y a rien d'impossible. Je te jure qu'il n'y a rien d'impossible. Si tu le veux vraiment, tu le peux. Maintenant, c'est est-ce que tu le veux vraiment? Ton big why, c'est quoi ton why, tu sais, en haut? Ça, à ce moment-là, mais si je recule d'il y a 5 ans, j'aurais pas pu dire que j'aurais 104 portes en construction, là, présentement, ou que j'aurais tant d'immeubles, ou tant de portes, ou que j'aurais tant de financement de fait, ou que j'aurais une équipe de tant de personnes. J'aurais pas pu dire ça. Par contre, le processus de m'amener là m'a fait tomber en amour avec ça. Donc, est-ce que me rendre à 1 milliard va m'amener plus de problèmes? Peut-être, probablement. Mais le processus de me rendre là me rend tellement satisfait. Puis, tu sais, quand dans la vie, tu scale up, ça me rend particulièrement satisfait de moi-même. Puis, je me sens bien là-dedans. Bien, c'est comme ça que tu l'atteins. C'est sûr que si tu rentres de reculons, puis que tu es comme, pas encore une autre journée, pas encore un autre gros dossier, tu sais. On signe des mandats de 60 millions présentement, puis comme 100 millions, puis des gros dossiers, des gros promoteurs qui ont tombé sur notre bureau, qu'on était en train d'établir des plans de match. Puis comme c'est une game que j'adore, tu sais, de dealer avec ces gens-là. C'est des gens qui sont très durs en affaires, ils sont pas rendus pour rien. Mais fall in love with the process. C'est exactement ça. Donc, je m'éparpille encore une fois, mais ce que je veux dire, c'est mes objectifs futurs, c'est l'Ontario. C'est d'expandre ma business à 1 milliard, de continuer à croître avec les gens que j'ai autour de moi, parce qu'ils sont exceptionnels. PMML, toujours. Puis, outre que ça, je te dirais de jamais me tanner de ce que je fais, parce que j'aime mon métier présentement. Puis, tant et aussi longtemps que je vais continuer à aimer mon métier, je vais continuer à le faire. Ça transparaît aussi, puis tu disais qu'on n'a aucune limite mentale. Mais non seulement tu n'as aucune limite par rapport à ce que tu veux ou que tu penses que tu peux accomplir aussi, mais s'il y a d'autres personnes aussi qui ont été capables d'accomplir ce que tu souhaites, mais c'est juste après ça de trouver les chemins, puis de trouver les stratégies ou les techniques qui vont te permettre d'avoir les mêmes résultats aussi. Puis tu sais, tes clients, si tu as des clients qui construisent des centaines de portes, puis ton objectif c'est de faire ces transactions-là ou de construire ces portes-là, mais inévitablement, c'est pour ça une bonne question aussi.
Puis, tu sais, à ta manière aussi, je pense que tu es quelqu'un qui inspire l'équipe en interne. Ouais. Tu fais un devoir de participer dans toutes les masterminds. C'est hypothécaire qu'on a aussi. Puis, tu sais, ceux qui commencent quand ils sont à leur première année, deuxième, troisième année de courtage, ils apprennent indirectement toi, même s'ils ne travaillent pas dans ton équipe. Fait que je te remercie pour ça. Plaisir. Aussi. Si tu avais le nombre de courtiers qui m'appellent des fois et qui me disent hey, j'aimerais ça me lancer dans le commercial ou j'aimerais ça, as-tu des conseils puis tout. Puis là, j'essaie de répondre aux gens qui m'écrivent, tu sais, puis comme d'essayer de parler avec eux puis de les motiver. Mais c'est sûr que j'ai à me motiver moi-même à un certain sens. J'ai à motiver mon équipe. Donc, commencer à motiver les autres externes de PMML, c'est difficile. Chose certaine, c'est que les masterminds hypothécaires ou les masterminds du vendredi mindset sont toujours là pour nous motiver. Fait que ça fait ça fait chaud au cœur que des fois, il y a des gens de l'interne qui m'écrivent, mettons, des nouveaux, puis commencent à essayer de s'inspirer. Puis ça, je trouve ça incroyable parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 5 ans, il y a 4 ans, c'était moi qui étais là. Ben oui. C'était moi qui imaginais des grosses figures PMML. Puis ces gens-là m'ont aidé à mon tour, tu comprends? Fait que c'est un cercle, on redonne à l'interne, puis c'est comme ça que PMML est bâti. Et pour terminer, Gab, je dis, moi, j'ai pas de limite mentale, mais PMML en a encore moins. C'est ça qui motive. Quand tu es dans une bulle restrictive d'un endroit où il y a une certaine limite, comment tu peux décider de performer à des hauteurs de, on parlait de milliards de financement, quand ils restreignent? Mais PMML, je sais qu'il n'y aura aucune limite mentale de leur côté pour me permettre d'atteindre mon objectif. Donc, est-ce que je suis à la bonne place? La réponse est oui. Effectivement. Puis si tu penses que tu as des limites, il y a peut-être quelqu'un à côté de toi, tu sais qu'il n'y en a pas de limite. C'est ça, la culture de PMML aussi, c'est indirectement, le système est fait que tout le monde s'entraide. Ouais. On a tout intérêt à s'entraider. Oui, probablement vous compétitionnez pour la même business aussi, mais reste que notre système en place, le database à l'interne, fait en sorte que votre clientèle va être protégée aussi. Puis ben c'est comme ça qu'on bâtit puis qu'on crée de la valeur aussi. Éventuellement, j'aimerais ça ajouter peut-être quelqu'un. J'ai quelqu'un à Gatineau, Alexa, qui travaillait à CHL avant. Elle travaillait 7 ans à CHL, puis elle est à Gatineau présentement. J'aimerais ça ajouter quelqu'un peut-être dans cette équipe-là, éventuellement pour croître en Ontario. C'est un de mes objectifs à très court terme, je dirais. Maintenant, on va trust the process, on va avancer, puis on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'il y en a. Mais pour l'instant, on sert notre clientèle de Québec du mieux possible. Puis éventuellement, c'est ça, closer toujours des plus gros dossiers, d'avancer avec des plus gros promoteurs, parce qu'on a les outils nécessaires pour aider ces promoteurs-là. Et souvent, les gens ont déjà des gens à l'interne, mais quand ils nous appellent, les gens à l'interne n'ont pas le nombre de dossiers qu'on a. Donc, ils n'amènent pas les mêmes solutions. Puis on vient de closer un dossier de 60 millions où le client n'avait pas vu la directive que moi, j'y ai donnée. Puis il dit, coudonc, si j'avais pas vu ça, puis il y a des gens à l'interne. Ben là, j'ai gagné le mandat, puis il me l'a donné le mandat. Pourquoi? Parce que j'ai innové de façon à ce que son équipe, lui, n'a pas pu suivre de ce côté-là. Pourquoi? C'est qu'ils n'ont pas 125, 130 transactions en même temps. C'est comme ça qu'on est dans le game. C'est quand on gère énormément de dossiers en même temps, on voit des méthodes différentes. Puis pas juste ça, des promoteurs aussi qui amènent des solutions aussi. Donc moi, j'ai un promoteur qui amène une solution, un autre qui amène là. Mais moi, je suis un peu la centralisée dans tout le monde. Puis après ça, je répartis l'information du mieux que je peux. T'sais. Ça, c'est cool aussi. Fait que l'appel est lancé pour l'Ontario aussi, puis surtout pour avoir un collègue avec Alexa à Québec. Pas à Québec, mais à Gatineau aussi. Fait que l'appel est lancé. Mathias, je tiens à te remercier pour ton temps. Je sais que tu es quelqu'un de très occupé. Aussi encore ce matin, avant l'entrevue, tu es en train de répondre au téléphone, d'avoir retourné des courriels. Je pense que ça avait des rencontres aussi. Fait que c'est super apprécié. Merci, Gab. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.